J'ai mis cette diapo parce que je l'ai pris en photo la semaine dernière. Bon, le scénario After, c'est un peu notre scénario rêvé à tous. Je pense la plupart dans la salle et beaucoup de gens. Donc nous, on a envie de travailler sur quelque chose qu'on a envie de voir, l'agriculture de demain, une alimentation de demain. Donc on s'est dit, est-ce que ça peut fonctionner? J'ai mis cette plante parce que ça, c'est des plantes qu'il y avait avant dans les cultures, en particulier dans les vignes et les vergers. Et aujourd'hui, nous, il y a un plan national d'action sur les plantes messicoles. Bon, ça, c'est une messicole vivace, donc c'est un peu en marche, une particulière. Enfin, ça a totalement disparu, quoi. Voilà. Bon, nous, on a, entre autres, on a envie de voir encore des plantes. Ça, c'est l'anémone coronaire. Enfin, toutes ces plantes-là étaient communes avant. Elles sont maintenant tellement rares que, en gros, on n'en trouve plus que dans 16% des parcelles. Et pour certaines, dans même pas 1%. Voilà. Alors, je ne vais pas être trop long sur ce hameau. Si vous êtes intéressé, vous voulez avoir le site internet. On est 24 personnes à travailler essentiellement sur les questions d'énergie renouvelable et d'agriculture et d'environnement. Je dirais on avait les compétences pour mener à bien ce travail de scénario qui pour nous est assez fédératif par rapport à tout ce qu'on fait. Que ce soit le développement des énergies renouvelables et la sortie du nucléaire, et que ça soit une agriculture qui respecte l'environnement et les ressources naturelles. L'objectif, c'est de préserver les ressources, donc ça a été dit tout à l'heure, on a un gros problème de pollution de l'eau, que ce soit par les pesticides ou par les nitrates, on a un problème de biodiversité, et on a un gros problème auquel personne ne fait face aujourd'hui, qui est quand même les émissions de gaz à effet de serre, qui ne font que croître au niveau de la planète. On a un engagement national de réduire par 4 les émissions de gaz en 2050. On a cet objectif-là, mais on n'a pas de plan on n'a aucune stratégie pour y arriver aujourd'hui, quoi. Donc nous, on a essayé de voir comment on pouvait y arriver. On aura la contrainte des ressources fossiles de plus en plus rares, les problèmes d'eau, on le voit cette année, et aussi, comme on est à Compiègne, nous, on a intégré dans la biomasse la fourniture à la fois d'énergie, mais de biomatériaux, et qu'il va falloir donc... après le pétrole, bien produire ces matériaux. Alors, rapidement, sur le contexte, l'obésité, ça vous connaissez, mais bon, j'ai regardé les dernières courbes. La France, même si elle est parmi les pays les mieux placés, c'est-à-dire qu'avec le moins d'obèses, la courbe ne fait que grimper, quoi. Les femmes viennent de dépasser les hommes. Bon, c'est encore rien par rapport au Mexique, par rapport à d'autres pays, mais enfin, la tendance reste pas bonne. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc les courbes, là on a dépassé vous voyez la courbe France là, en rouge, on était à moins de 10%, on a déjà dépassé 10% aujourd'hui. Voilà. Avec derrière, en termes de coûts de santé publique, des coûts énormes, quoi. Par exemple aux États-Unis, ils vont être confrontés dans les années qui viennent, mais à des coûts gigantesques de santé publique. Donc c'est vrai qu'un scénario alimentaire qui maintient la population en bonne santé, c'est aussi des économies au niveau de la santé qui sont énormes. On ne sait pas trop chiffrer, mais voilà. Alors la consommation de viande, on en a parlé un instant juste pour dire que déjà le pic est passé, on a commencé déjà à décroître d'environ 10 kg par habitant, et on verra que forcément, ce qui a été dit tout à l'heure, on est en plein dedans, la consommation de viande est au centre du scénario. Puisque l'idée, c'est, je vais vous donner la réponse, c'est oui, on peut nourrir la France avec... bon, nous, le scénario 2050, on n'est qu'à 50% bio, on n'est pas passé à 100%, on est à 50% et 50%, ce qu'on appelle la production intégrée, c'est-à-dire... une forte réduction des pesticides, des pratiques alternatives, et que là, on n'a pas de souci pour nourrir la population française avec un autre régime alimentaire. Donc tout est basé sur la demande et donc sur le régime alimentaire, vous verrez tout à l'heure. Alors, on a aussi un gros problème du changement climatique. Là, vous avez les données, parce qu'il y a un travail qui est fait actuellement au ministère de l'Agriculture sur l'adaptation au changement climatique, donc on arrive à avoir des données assez précises de Météo France. Je veux dire, ce qui se prévoit n'est pas bon du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on va vers des cas de figure qui vont fortement impacter l'agriculture, c'est-à-dire en particulier l'été, avec des températures beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus chaudes, moins d'eau. Donc on va avoir un vrai problème agricole en été, avec des ressources en eau qui sont déjà au taquet, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'agriculture utilise déjà encore moins d'eau. Donc le problème, c'est que l'agriculture, à la fois, elle contribue au réchauffement climatique, enfin, elle n'est pas la seule, mais elle contribue fortement à 24%. Mais aussi, elle est la plus impactée, quoi. Voilà. Alors, aussi un point important, je vais être rapide là-dessus, c'est qu'on a aussi dépassé les pics de production en France. Il faut avoir ça en tête. Donc là, vous avez le nombre d'habitants, bon ça, il augmente, on le savait. La forêt, elle augmentait jusqu'en 2006, maintenant, en gros, elle s'est stabilisée. Par habitant, le pic de surface forestière a été atteint en 1972.
La surface agricole, le pic c'est 1960. Par habitant, ça fait que baisser puisque la surface agricole diminue et le nombre d'habitants augmente. Donc ça c'est une courbe qui, je ne sais pas jusqu'où on s'arrêtera. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la production agricole. Donc la biomasse par l'agriculture, donc on produit à peu près 2 milliards de tonnes de biomasse, fourragère et de culture. Donc on voit que le pic là pour l'instant c'est 2004. Je pense qu'il ne sera jamais dépassé maintenant. Et vous voyez d'ailleurs ici, l'année 2003, c'est 25% de production agricole en moins. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est forcément, enfin à mon avis, ça ne sera qu'une baisse de production et qui sera forte. Enfin 2003, c'est moins 25%. Quoi. Mais si on rapporte cette production au nombre d'habitants, le pic, il est déjà derrière nous, il était en 1999. Donc ça veut dire que la France est déjà, malgré sa forte potentiel agricole, est déjà dans une situation où la production par habitant ne fait que baisser, quoi. Donc il va falloir, donc le gâteau se rétrécit, donc il va falloir changer les choses. Bon là j'ai mis la production de bois, ça baisse aussi, mais là c'est un peu particulier, c'est qu'on ne mobilise pas tout le bois qui est produit. Mais ce qui est aussi inquiétant, c'est la pêche. Le maximum c'est en 2002 et rapporté au nombre d'habitants, c'est en 90. Donc là aussi on a un vrai problème sur la ressource halieutique. C'est important parce que le poisson c'est 8% de nos protéines, c'est pas négligeable du tout. Et si on tombe, vous verrez notre scénario, on a un scénario très pessimiste parce qu'on ne voit pas trop comment on va faire. Bon déjà on n'aura plus de poissons, ce qui n'est pas rigolo. Parce que j'ai regardé l'étalage l'autre fois à mon poissonnier, il y avait quand même 30 poissons, je dis, même si on a du mal à faire manger du poisson à nos enfants, c'est un peu dommage. Et donc sur les poissons, on a aussi une stratégie à avoir, quoi, parce que c'est une part des protéines importantes. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, on vivait sur un mythe qui était que le rendement, il augmentait quoi, continuellement. Sauf qu'en gros, à partir de 2000, les rendements se sont mis à stagner. Et on voit ici les pics. Alors le blé, le dernier pic, c'est 98. Voilà, alors est-ce qu'on va encore les dépasser peut-être, les rendements, mais c'est pas sûr. Et donc voilà, on est, en tout cas, ça a pu suffire pour compenser l'augmentation de la population et la baisse des terres agricoles. Donc la baisse des terres agricoles, ça vous le savez, je vais y passer très vite, on a chiffré ça très bien, donc c'est toutes les zones rouges. Donc forcément aussi, vous voyez ici la Picardie parmi les zones les plus productives. Et donc c'est dû en fait à 23% d'augmentation de la population, donc c'est pas, mais surtout 7% aussi du déplacement de la population. La population bouge. Elle bouge entre la campagne et les villes, enfin non, elle se déplace et donc il faut la reloger, on va dire. L'amélioration du niveau de vie, il nous faut en moyenne 5 mètres carrés de plus par habitant et par an, tout confondu. Les résidences secondaires, et avec un gros problème, c'est que l'habitat individuel consomme 37 fois plus d'espace que l'habitat collectif. Et avec un énorme souci politique, c'est la plus-value foncière sur les terres agricoles qui se chiffre autour de 5-6 milliards d'euros. Pas tout à fait les montants des aides agricoles qui sont à 10 milliards d'euros, mais pas loin. Donc vous voyez, quand vous avez 6 milliards sur la table chaque année, bon, tant que vous ne casserez pas ça, vous n'arrêterez pas le marché, quoi. Voilà, bref. Donc voilà, ça on l'a vu, baisse de terres agricoles. Point important qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'agriculture française reste une vaste machine à produire des protéines animales. 50% c'est des surfaces en herbe, donc des ruminants, et puis une grosse partie des céréales, 28% est auto-consommée par les animaux, un peu les ruminants, hein, mais aussi bon, les porcs et les volailles, et puis les tourteaux, donc ici les sous-produits, en particulier les tourteaux d'oléoprotéagineux, et puis même un peu de céréales, de résidus de production, de sous-produits. Donc en fait 82% de la surface agricole française est consacrée à la production animale, donc au lait et à la viande. Donc forcément, c'est là que tout se joue. Bon, la pollution par nitrate, on l'a vu, elle ne s'améliore pas, donc ça c'est la nappe de la Beauce, donc je ne sais pas si c'est pareil en Picardie, mais voilà. La biodiversité, ça c'est une carte qu'on a fait, elle ne fait aussi que reculer. Donc, vous avez ce qu'on appelait les zones agricoles à haute valeur naturelle, en vert c'est ce qui restait en 2000, et en rose et vert c'est ce qu'il y avait en 1970, donc on a reculé de 68%. Donc l'effondrement de la biodiversité en agriculture, bah, il est lié entre autres à toutes ces évolutions de ces pratiques, c'est-à-dire l'intensification des pratiques agricoles, l'usage des herbicides, des pesticides, la diminution des espaces semi-naturels et la forte réduction aussi des prairies naturelles. Alors, on parlait aussi là des coûts. Conseil de lire l'étude du ministère de l'écologie sur les coûts induits par la pollution par les nitrates et les pesticides d'origine agricole. Donc, on est entre 1,1 et 1,6 milliard d'euros par an. Par rapport à ce que touche l'agriculture biologique, je crois que c'est 30 millions d'euros par an. Enfin, totalement pas à la hauteur. Et donc on voit bien, moi j'avais étudié le cas de Munich, en fait on est à Munich avec où tout le bassin de captage est passé en bio, on est à un coût de 0,05
0,5 centimes d'euros par mètre cube, et on est en traitement curatif à 100 fois plus. Voilà. Donc il est clair que, ça a été démontré juste avant, la bio est quand même la solution la plus économique pour avoir une autre qualité. Voilà. Alors après, avant de rentrer dans After, le scénario After est couplé au scénario négawatt de sortie du nucléaire en rose en 2030 et de forte réduction des énergies fossiles. Enfin, en 2050, on n'arrive pas à se désengager totalement. Et en fait, vous voyez ici en vert la partie biomasse qu'il va falloir produire par la surface forestière. Et ça, c'est inclus dans After. Donc After vient se coupler à négawatt pour produire cette biomasse d'origine agricole ou forestière. Et quelques cultures dédiées, donc des hectares d'agrocarburants, mais surtout des sous-produits, du biogaz et la forêt, le bois. Donc scénario, c'était réaliser nos rêves et ouvrir les champs du possible. Donc on a voulu tester comment tout ça était possible de nourrir les Français, de continuer d'exporter, de résoudre tous les enjeux environnementaux et de voir de combien on réduisait les gaz à effet de serre. Voilà, donc on est soutenu que par une fondation, pour être totalement désengagé des politiques. Donc une fondation s'appelle la FPH, Fondation pour le Carbone, voilà, donc ça je vous l'ai dit. Alors, on travaille pour l'instant qu'à l'échelle nationale, parce qu'on est quand même 24 personnes, mais enfin on n'est pas l'INRA, on n'a pas des gros moyens, on a même des tout petits moyens, et donc pour modéliser tout ça, on ne pouvait pas encore travailler à l'échelle régionale. Mais, comme je sais qu'ici il y a des gens de la région Picardie, on vient de déposer un dossier, parce qu'on nous a demandé, entendu, votre scénario, qu'est-ce que ça donne dans les régions. Donc c'est parti. Donc il y a 3 régions pour l'instant qui nous soutiennent, la région Centre, la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes. Donc on verra si la région Picardie veut y aller pour mettre en place un travail de régionalisation du scénario. On y reviendra tout à l'heure. Alors, donc, on a un modèle, un gros outil, qui part donc des besoins, l'alimentation humaine, l'alimentation animale, les besoins en matériaux. Donc il nous faut des produits, des cultures, et puis on part aussi des surfaces avec des rendements. Voilà. Alors, donc l'offre et la demande, voilà, et on arbitre ça. Alors, la population, donc, on est calé sur ça. Alors ça, c'est important, parce que les besoins alimentaires sont aussi calés sur les besoins de la population, donc leur âge et leur indice de masse corporelle. Vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas totalement neutre. Alors, la situation, c'est déjà des protéines en excès. Donc, aujourd'hui, en France, on consomme 90 grammes de protéines par jour, au lieu de 52. Donc, on verra qu'on va réduire donc, cet excès de protéines dans notre scénario. Et puis, comme vous voyez ici, l'essentiel des protéines, c'était bien montré tout à l'heure, la France, vous voyez tout en haut du graphique, là, autour de 60%, donc on est à 62%, sont consacrés pour une grosse partie par le lait. Le lait amène plus d'un tiers des protéines animales, les œufs, le poisson et les viandes. Voilà. Donc on verra tout à l'heure qu'on va switcher animal et végétal. Voilà, les sucres aussi, on en consomme un peu trop, pour la betterave. Les gaspillages alimentaires, donc on gaspille 190 kg par an et par personne, donc l'idée c'est de réduire ça aussi fortement, que ça soit, donc pas dans l'exploitation agricole, c'est-à-dire dans la transformation, la distribution ou la consommation, c'est-à-dire chez vous, dans les restaurants, restauration collective, etc. Tout ce que vous mettez à la poubelle qui pourrait être mangé, quoi. Je ne parle pas des épluchures. Voilà. Alors, donc on est parti de la demande alimentaire. Donc on est parti sur passer une surconsommation de protéines de 70 à 10%. On ramène de 11% le rôle du sucre. On maintient la masse corporelle à 2000. Forcément, plus on est gros, plus on mange. Voilà, donc il faut partir sur une base. Et on divise par 3 les pertes évitables. Voilà. Et on change les protéines, c'est-à-dire qu'on passe à, en gros, 65% de protéines végétales et donc plus de 35% de protéines animales. Voilà. Et ça, forcément, ça va impacter fortement les besoins agricoles. Donc voilà ce que ça donne en évolution en termes de poids brut. Alors, forcément, les fruits et légumes, quand c'est beaucoup d'eau, ça fait beaucoup de poids. Donc on passe en fait, on va réduire, on arrive avec un scénario comme ça, finalement, à réduire les besoins globaux alimentaires des Français, quoi. Alors voilà ce que sera donc on est arrivé à l'assiette alimentaire du Français en 2050. Donc il y aura un peu plus de fruits et de légumes. Il y aura un petit peu moins de boissons alcoolisées, enfin on n'a pas tout supprimé quand même. Il y aura presque 2 fois moins de lait, moins de viande. Vous voyez, de 217 kg, on passe à 112 kg.
donc on réduit de moitié. Les pommes de terre, comme c'est important pour la Picardie, bon, on est en légère augmentation. Voilà. Les céréales augmentent aussi et les sucres diminuent légèrement. Voilà. Donc on a un changement de l'assiette alimentaire. La question c'est comment on va produire ça, quoi, avec l'agriculture biologique et la production intégrée. On a fait des brilants d'approvisionnement, mais ça, c'est pour s'assurer que tout va bien. C'est-à-dire qu'en haut, c'est ce qu'on produit, en bas, c'est comment on l'utilise. Je vais passer vite là-dessus. Voilà. On maintient des exportations et des importations. Donc je ne vais pas trop entrer dans le détail non plus, mais ça c'est les exportations. Donc vous avez ici, donc on maintient quand même des exportations de blé. Le maïs, ça va pas mal réduit. On maintient aussi des exportations de lait. Et puis on a aussi des importations, non compris ici les importations de bois et de caoutchouc. Donc en fait, en termes de quantité, souvent, si on prenait toutes les importations de biomasse, on serait pratiquement plus élevé, quoi. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est qu'on baisse un peu, mais entre autres parce qu'on baisse les importations, quoi. En particulier, on va baisser fortement les importations de soja, quoi. Voilà. Donc on n'est pas un scénario où on se replie sur nous et on ne fait plus d'échanges, parce que je pense que maintenir des échanges est nécessaire. Il y a des problèmes de crise, il y a des problèmes de crise climatique, etc. Et on peut imaginer que la France soit aussi nette, enfin une exportation nette de produits alimentaires. Alors, la base au niveau de la production agricole. Bon, aujourd'hui, sur une parcelle, on fait du blé et de la paille. Hein. Donc on a deux produits. Donc l'idée du scénario, c'est développer tout ce qui est l'agroécologie. Donc c'est développer les cultures intercalaires, donc nécessaire aussi pour piéger l'azote. Donc en fait, derrière, entre deux cultures, on essaie de développer une culture intercalaire. On va aussi réimplanter des haies. On en a supprimé, on va les réimplanter. On va aussi faire des cultures associées, parce qu'en fait, on s'aperçoit que souvent, on a beaucoup plus de rendement en associant des cultures. Donc là, par exemple, ça peut être du févrole, blé dur. Et puis, on va aussi faire l'agroforesterie. Voilà. Donc, une parcelle va demain, dans notre scénario, faire 6 produits. On va demander aux agriculteurs d'avoir des pratiques beaucoup plus complexes. Voilà. Et donc, l'idée du scénario, c'est ça, quoi. On va passer donc à 50% en bio, 50% en production intégrée, avec 10% d'agroforesterie, 20% de culture associée et des haies sur 70% des parcelles. Voilà, donc on va complexifier le milieu agricole, bon, avec toutes les bases que vous connaissez, hein, qui sont à la fois la production intégrée, mais largement utilisée en bio, c'est-à-dire des rotations longues, des légumineuses, la production intégrée, etc. Alors, il y a des choses qui vont changer, c'est pour ça que ce qui a été montré tout à l'heure sur le travail du Pyrène, c'est qu'il va falloir aussi que les scénarios tiennent la route au niveau des systèmes de culture dans les régions, quoi. C'est une contrainte en bio, par exemple, c'est qu'il faut au moins pratiquement 30% de légumineuses, donc il ne faudrait pas que toutes les légumineuses soient dans un endroit et toutes les salles dans un autre, quoi. Enfin, je fais un peu simple, mais... Donc il faut aussi s'assurer que tout ça soit viable localement, quoi. Alors après, on a une base de données assez compliquée, mais qui nous permet de tout évaluer. Donc en fait, vous voyez qu'ici, en fait, la culture de blé à l'hectare diminue. Sauf que dans la parcelle d'un hectare de blé, on ne fait pas que du blé. En fait, alors sur ça, on a un CRE, c'est-à-dire le coefficient de rendement équivalent. C'est-à-dire que c'est ce qui nous définit le rendement global de la parcelle, quoi. Et quand le CRE est supérieur à 1, ça veut dire qu'on produit plus sur la parcelle que si on dissocie les cultures. C'est-à-dire que quand on fait du blé févrole, par exemple, si vous avez un coefficient de 1, supérieur à 1, ça veut dire qu'au final, sur un hectare, vous allez produire plus en associant les cultures qu'en les produisant dans 2 parcelles séparées, quoi. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'en fait, en associant les cultures ici, secondaires, donc la culture intercalaire, la culture associée, du bois, soit par l'agroforesterie, au final, on va produire plus. Voilà. Donc l'agroécologie, c'est pas produire moins, c'est finalement produire plus, mais tout en consommant moins de pesticides, puisque l'IFT, donc l'indice de fréquence de traitement sur le blé, est de 6, on passe à 1,1. On diminue aussi la consommation d'énergie, hein, de pratiquement un tiers. On va fixer plus d'azote symbiotique. Enfin voilà, on a tout un tas de choses qui nous permettent de suivre tout ça et de mesurer l'impact sur l'environnement, le stockage de carbone aussi. Voilà, donc on a ça pour toutes les cultures. Alors les animaux, bon, je vais passer un peu vite sur les animaux aussi, pour qu'on arrive à la conclusion. Alors là aussi, il y a des choix à faire. Aujourd'hui, vous avez le choix entre des poulets à 40 jours, d'accord, et puis des poulets à 95 jours, d'accord.
Alors forcément, en termes de concentré, plus votre poulet mettez des journées à le produire, il est de meilleure qualité, mais il consomme plus rapporté au kilo de viande produite. Idem pour le porc, entre un porc à 130 jours qui va consommer 3,1 tonnes de matière sèche par tonne de poids vif, et un porc, on va dire, de plein air qui va en consommer le double. Alors pour l'instant, qu'on n'a pas encore eu trop de temps de voir comment on allait gérer tout ça, on est parti sur 50-50, c'est-à-dire qu'on est parti sur 50 labels rouges, c'est-à-dire avec des poulets de plein air, donc plutôt ce qui est à droite de la diapositive, ouais, c'est ça, et 50% de ce qui reste en standard. Mais bon, là, il va falloir qu'on fouille ça. C'est comment demain on va produire la viande de monogastrique, c'est-à-dire poulet et porc. Est-ce qu'on abandonne totalement ce genre de produit? Mais il faut savoir que si on abandonne ce genre de produit, ça va consommer beaucoup plus de ressources, quoi. Donc il faudra à la limite en manger moins. C'est ça que ça veut dire. Voilà, alors je passe. Bon, idem pour les herbivores, c'est pareil, là, bon, prenons le lait, parce que le lait est un peu au cœur du scénario. Vous voyez, là on est à 160 grammes de concentré par litre de lait. Bon, ce n'était pas dans les indicateurs qui a été présenté, même si ça doit exister. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des fermes qui tournent à moins de 50 grammes de concentré par litre de lait. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on voie comment on va gérer ces troupeaux. Et la question aussi qu'on se pose maintenant, quand on commence à approfondir, c'est est-ce que demain, il ne faut pas revenir sur des races mixtes? Le problème, c'est que dans le scénario, en gros, il n'y a plus de place du tout, pratiquement, pour les bovins viande. C'est-à-dire que la viande, si on veut du lait, le lait produit de la viande, et cette viande quasiment assure les besoins en viande bovine. Donc on se retrouve avec des régions comme le Limousin ou l'Auvergne, où il va falloir qu'ils mutent complètement. Donc l'idée, c'est de voir si on n'aurait pas intérêt à refaire des races mixtes, donc qui fassent du lait, mais aussi de la viande de qualité, et de voir quelle pourrait être la place de l'herbe, c'est-à-dire maximiser l'herbe, parce que là, dans notre scénario, on se retrouve à libérer des surfaces en herbe. Voilà, en prairie permanente, quoi. Et là, l'idée, c'est pas de les labourer, quoi. Donc il va falloir qu'on voie, alors pour l'instant, on peut les boiser, on peut en faire du biogaz, ou alors on peut encore extensifier le système bovin, donc là, on va essayer de travailler à ça aussi, quoi. Voilà, donc la conclusion, c'est que, alors on nous dit, ouais, mais alors si vous sortez ça, on va pouvoir continuer à artificialiser les sols, puisque nous, au final, le scénario dégage 5 millions d'hectares de terre. Donc on libère 5 millions dont on n'a plus d'usage pour l'alimentation. Alors attendez, on va pouvoir l'utiliser pour faire les biomatériaux, pour l'énergie, ou pour exporter, ou pour faire de la nature, ou pour extensifier encore plus. Voilà, donc on libère des terres arables en orange et des prairies. Donc les prairies, le problème, c'est pas de les labourer, donc il va falloir qu'on... Le problème, c'est que quand nous, on est parti sur ce scénario, on ne savait pas à quoi on allait aboutir. Hein. Donc ça, c'est le résultat. Et maintenant, il faut qu'on retravaille un petit peu à voir comment on va faire ça. Alors, on diminue un peu dans le scénario les surfaces artificialisées, enfin la baisse des surfaces artificialisées. Mais enfin, là aussi, il y a un enjeu à voir de combien on peut baisser cette perte. La forêt, on augmente un petit peu. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne aussi dans quelques chiffres. Donc, par exemple, les millions de vaches, on était à 8, tendanciel, on est à 7, là on se retrouve à 2,2. Donc c'est vrai que pour les éleveurs de bovins, ça fait mal, quoi. Donc le lait, lui, se maintient parce qu'on diminue de moitié le lait, mais donc forcément on donne priorité aux vaches laitières. Et vous voyez que les vaches à viande, on passe de 4,5 millions à 0,6. Voilà. Alors là aussi, on pourrait dire aussi dans le scénario, on pourrait manger peut-être plus de bovins et moins de poulet et de viande. Moins de poulet et de porc. Bon. Après, nous, à Solagro, on n'a pas de compétences sur la santé ni sur l'alimentation. Bon, il y a aussi des problèmes de santé sur la viande rouge. Donc voilà, il faut qu'on affine ça. Est-ce qu'on peut éventuellement diminuer la consommation de poulet au profit de la viande rouge? Ben, voilà, il y a encore des choses à approfondir. Là, ce qui est clair, c'est qu'on met en avant un énorme lobby qui est le lobby du lait, quoi. Enfin, au final, le premier lobby qu'on a devant nous sur l'alimentation, c'est le lait, qui a déjà bien bétonné tout devant, c'est-à-dire que du lait à l'école, 4 produits laitiers par jour. Voilà. Donc là, on est face à un vrai problème, parce que la seule production qui explose en ce moment, c'est pas le lait que vous mettez dans votre café, c'est les produits laitiers transformés, quoi. Alors là, on est... Donc Danone et Lactalis, ceux-là, en ce moment, et c'est ceux qu'on va avoir en face de nous. Finalement, ce n'est pas tellement les agriculteurs qui vont... parce que eux, je pense qu'ils vont évoluer. Mais l'industrie agroalimentaire, même pas la distribution, quoi, l'industrie agroalimentaire, elle est bien en place, et c'est là que il va y avoir des questions, quoi. Voilà, les forêts, bon voilà. Donc ça, alors, je continue. Non, c'est pas ça. Voilà, alors, la France métropolitaine, voilà ce que... Ah, attendez, la Picardie, ça va un peu trop vite, là.
revenir, c'est là. Voilà. Donc voilà, bon là c'est juste pour dire, en jaune c'est ce qu'on dégage comme terre. Là c'est la forêt, là c'est les landes, on n'y touche pas trop, ça c'est les céréales. En vert c'est tout ce qui est surface fourragère, en bleu c'est les légumes qui vont augmenter. Enfin, même si on double la consommation de légumes et de fruits, ça ne fait pas beaucoup de surface non plus. Hein. Et en rose c'est les sols artificialisés. Voilà, et en bleu, c'est les eaux, enfin voilà, les lacs, ça ne bouge pas. Voilà. Et pour la Picardie, donc, bon, la Picardie, Tu ne peux pas y rester. C'est impossible la Picardie. C'est dur la Picardie. J'ai presque terminé là. Donc la Picardie, c'est avant tout des céréales. Hein. Voilà, donc ça, ça c'est la tendance du scénario. L'idée de la régionalisation, c'est bien entendu pas faire la même chose dans toutes les régions, quoi. Donc l'idée, c'est quand même de retravailler sur la relocalisation de certaines productions. Donc l'outil qu'on a mis en place ne sait pas le faire aujourd'hui. D'où l'intérêt, c'est pour ça qu'on veut travailler sur la régionalisation. Il faut qu'on complexifie l'outil pour descendre à la région. C'est un peu plus compliqué. Et puis après, il faut faire finalement un scénario par région. Mais il faut que le global soit cohérent, quoi. Parce que sinon, la Bretagne va dire, bah moi, de toute façon, je continue à faire le lait, la viande, les poulets, les porcs. Et puis, vous verrez, quoi. Non. Donc, il va falloir voir comment on va refaire ça et comment, ce qui a été montré avant, finalement, c'est exactement l'exemple qui a été montré, comment on peut faire aussi des systèmes de culture qui fonctionnent, quoi, en particulier au niveau de l'azote qui est central, quoi, puisqu'il va falloir fonctionner avec de l'azote essentiellement symbiotique. Voilà. Alors, sur les gaz à effet de serre, là, on diminue de 2, mais pas de 4. Voilà. Bon, c'est déjà mieux que les scénarios tendanciels qui sont en gros, qui diminuent pratiquement pas. Bon, par contre, on augmente le stock de carbone dans les arbres, dans le sol, mais que de 10%. Et par contre aussi, on produit quand même beaucoup de biomasse supplémentaire, donc qui peuvent aider éventuellement à contribuer dans les autres secteurs à une réduction des gaz à effet de serre. Mais enfin, la partie est quand même pas gagnée encore sur les gaz à effet de serre, quoi. Donc avec là, donc on est avec CH4, donc le méthane forcément qui réduit fortement parce qu'on a moins de vaches. On réduit aussi le N2O lié à la gestion de l'azote et un petit peu aussi le fuel, enfin le CO2 lié à la consommation d'énergie. Voilà, il me reste 3 diapos. Alors après, sur la biomasse, donc on a ici, il va falloir produire, il va falloir que l'agriculture produise aussi de la biomasse. Hein. On n'a pas fait Compiègne pour rien, et puis on a besoin aussi de certains produits aujourd'hui autres qu'alimentaires. Hein. Donc il faudra les produire. Donc on voit ici que le bois va tenir une part importante, le biogaz, une part très importante, et un petit peu aussi la biomasse liquide. Il faut savoir que le gros problème qu'on va avoir énergétique demain, c'est les carburants. C'est pas tellement la chaleur, c'est pas tellement l'électricité, c'est comment on fera rouler demain les voitures, quoi, ou les camions. Alors forcément, on va essayer d'en faire rouler moins, mais bon, je passe sur le biogaz et tout ça. Voilà, et je termine là-dessus. Donc c'est vrai que l'idée, c'est déjà d'utiliser le moins possible les voitures. Bon, nous, on a travaillé à Solagro, à la demande de l'ADEME, sur les circuits courts en légumes. Il faut quand même savoir que si vous prenez votre voiture, vous allez faire le marché, que c'est à 2 km, vous achetez vos 10 kg de tomates, vous allez consommer plus d'énergie pour aller chercher vos 10 kg de tomates, pour les produire ou les faire venir de Murcia en camion. Donc c'est vrai que là, il va falloir pas travailler seulement dans l'agriculture, il faut travailler sur toute la chaîne jusqu'au consommateur et faire rouler, parce que demain, l'énergie, c'est aussi des surfaces agricoles. Donc si on ne change pas nos habitudes, on ne s'en sortira pas du tout, quoi. Voilà, merci.